Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Pour mieux préparer la rentrée sociale, le Premier ministre Sifi Gharieb a réuni hier les walis de la République par visioconférence. Aux côtés du Premier ministre, il y a eu aussi le ministre de l'Intérieur et des Transports, la ministre du Commerce intérieur. Et lorsqu'on évoque la rentrée sociale, on parle aussi de la rentrée scolaire. Donc, il y a eu aussi la présence du ministre de l'Éducation nationale. Nous allons donc, dans cette émission, parler de ce ministère qui gère un des secteurs les plus importants de la vie d'une nation. Nous allons parler de son budget, ses insuffisances et surtout du manque d'infrastructures et autres manquements que les parents d'élèves, voire même les travailleurs du secteur ne cessent de relever. Restez avec nous, à tout de suite. Pour en parler ce soir avec moi sur le plateau, Maître Aïssa Rahmoun, vous êtes avocat et militant des droits humains. Aïssa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel, merci pour l'invitation. Bonsoir au deuxième invité, à la régie, mais aussi aux téléspectateurs. Merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et avant de recevoir notre invité d'Alger, avant qu'il nous rejoigne, et pour vous mettre un petit peu dans la photo, écoutons ensemble ce compte-rendu de l'ENTV et on revient juste après. بداية وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بخصوص التحضير الجيد للدخول الاجتماعي المقبل. ترأس الوزير الأول سيف غريب اليوم اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع السيدات والسادة الولاة بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزير التربية الوطنية ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق. وبهذه المناسبة تم تقديم عروض تقييمية عن الوضعية العامة التي تعرفها مختلف مناطق البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تكفل الأمثل بالدخول الاجتماعي 2026-2027، حيث أكد الوزير الأول على ضرورة العمل على ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بكميات كافية من المنتجات واسعة الاستهلاك، والوقوف عند وتيرة العمل في ورشات إنجاز الهياكل البيداغوجية والمنشآت الأساسية المعنية بالدخول المدرسي والجامعي. وبخصوص التكفل المدرسي بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وجه السيد الوزير الأول بالقيام بعملية تقييم للاحتياجات الضرورية المتعلقة بالتكفل المدرسي بهذه الفئة، إطلاق حملة واسعة النطاق للكشف المبكر عن أعراض التوحد عبر مجمل المؤسسات التربوية قصد التعرف على الحالات التي تستدعي تكفلا صحيا ومدرسيا خاصا، والعمل على فتح أقسام خاصة جديدة في جميع الأطوار التعليمية. وقد أسدى السيد الوزير الأول تعليمات إلى السيدات والسادة الولاة للسهر شخصيا على إتمام أشغال إنجاز وتجهيز المنشآت البيداغوجية والهياكل المرافقة المبرمجة في الآجال المحددة، وكذا عملية تأهيل وصيانة المنشآت القائمة وجاهزية النقل المدرسي والجامعي وتوفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبكميات كافية، ووفرة الأدوات واللوازم المدرسية في السوق الوطنية وبأسعار معقولة. Maître Aïssa Rahmoun, ce compte rendu qu'on vient d'écouter de l'ENTV, c'est le même qui a été rapporté aujourd'hui par toute la presse algérienne. C'est-à-dire aucun journaliste n'a émis la simple critique ou la simple question, alors que le secteur de l'éducation nationale, notamment, souffre de plusieurs insuffisances, plusieurs manquements. Euh, on peut parler de plusieurs exemples. Ceux qui viennent en première position lors des examens, par exemple le bac, lors des reportages des journalistes, on voit qu'ils viennent de régions qui n'ont, comment dire, euh, des régions Défavorisé.
défavorisés, des milieux défavorisés où des régions ayant le problème Abandonné. des transports, le problème d'infrastructures scolaires, en fait, toute la misère qu'un élève peut endurer durant tout son cursus scolaire. Mais les comptes rendus de la presse algérienne aujourd'hui, il n'en était pas question de relever des manquements ou des insuffisances dans ces secteurs. Quel est votre commentaire? Ben, écoute, moi je pense que déjà on manque en absence de presse indépendante, de médias indépendants. Euh, Vous savez toutes et tous que la plupart des organes indépendants de presse indépendants ont été frappés de sanctions, de dissolution ou de fermeture. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, où sont ces journaux, ces organes ou ces journalistes qui vont faire dans l'investigation, dans l'enquête et dans l'information et l'analyse de l'information. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, en termes de timing, cette réunion, elle intervient à pratiquement un mois de la rentrée sociale et scolaire à la Tout fois. à fait. Et dans des pays qui ont des terminaux en termes numériques, on a les chiffres à l'avance, on a les manquements en termes de moyens pédagogiques, matériels, social, transport, infrastructure à l'avance. Et c'est pas à 30 jours ou à 45 jours qu'on prépare une rentrée scolaire. Sachant que l'Algérie est un pays, un continent, un vaste pays, où des régions éloignées, des infrastructures éloignées dans les wilayas du pays souffrent le martyre aujourd'hui du fait du manque de transport. Et quand on parle de transport, est-ce que ces transports scolaires qui sont assurés par Exactement. les communes sont adaptés avec tous les accidents qui arrivent? On le voit pratiquement chaque semaine par manque C'est tous les jours les hécatombes sur voilà, c'est les les routes. hécatombes. Ouais. Est-ce qu'on va vivre encore une atrocité de type nos enfants vont périr dans des bus scolaires? Là, c'est une question. Deux, est-ce que l'acheminement des effets scolaires, des manuels, des livres, etc., sont assurés? Et quand on parle aussi de transport, parce que voilà, c'est pas un pays qui travaille via Internet. Mais est-ce que poser ces questions aujourd'hui en Algérie pose problème? Oui, ça pose problème parce qu'il s'agit de la salubrité, de l'hygiène, de la sécurité, de la protection de nos enfants. On l'a vu durant Non, mais est-ce que l'été. ça poserait un problème pour les journalistes dans leur compte rendu de poser ce genre de questions? Moi, je pense qu'actuellement, ça pose problème parce qu'ils n'ont plus la capacité de travailler. Il n'y a plus de presse indépendante. Quand on voit que le journal de l'ENTV est répercuté dans les éditos de toute la presse écrite et de toute la presse électronique, Ouais. on s'aperçoit qu'il y a une seule ligne éditoriale en Algérie. Et cette ligne éditoriale, c'est celle du gouvernement, En tout celle cas, j'ai des... lu diagonalement, comme on dit, j'ai jeté un coup d'œil sur une dizaine de journaux ce matin et 5 sites électroniques à peu près, c'est le même compte rendu. Ça ne m'étonne Lorsque pas. j'ai écouté ce confrère de l'UNTV qui fait ce compte rendu, j'étais étonné de savoir qu'aucun ne s'est posé la question sur les insuffisances, sur les Pour manquements ma part, ça ne du, m'étonne pas. du Pourquoi? secteur. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que si on était dans un état de droit qui fonctionne normalement, avec une bonne gouvernance, la bonne gouvernance nécessite beaucoup de questions. Et ces questions, qui doit les poser en premier à l'occasion d'une rentrée sociale, d'une rentrée scolaire? On a la presse, on a les syndicalistes, les syndicats, on a les parents d'élèves. Tout ça, est-ce qu'on a vu l'association des parents d'élèves ou les collectifs qui représentent ce genre d'associations, associations de consommateurs, associations de transporteurs, les présidents des municipalités, les présidents d'APC, c'est des collectivités locales. Donc, eux aussi sont engagés dans cette opération de rentrée sociale et de rentrée scolaire. Est-ce qu'on a vu des maires faire des actions de protestation parce qu'il manque de beaucoup de choses, notamment le transport scolaire, le chauffage scolaire au niveau des infrastructures des établissements, le manque
des effets scolaires, le manque de manuels et de livres pour la rentrée scolaire et autres, et autres, et autres. Donc on est dans un pays où il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de visibilité, il n'y a plus de lisibilité dans une opération qui s'appelle rentrée sociale. Très bien. Est-ce que vous savez que des lycéens étudient dans des collèges ou dans des primaires faute d'infrastructures? Tout est possible dès lors qu'aujourd'hui le budget alloué au secteur, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation, vient pratiquement à la 7e ou 8e place. Non, il est à la troisième place. Bah, Il selon est... les statistiques du Non, gouvernement. non, selon la loi de finances, la dernière loi de finances, Bah, c'est-à-dire la loi de finances 2026, l'éducation vient en troisième place avec 13,7 milliards Et environ le de résultat, dollars. en fin de Il compte, vient après la défense. La défense, c'est en premier lieu. La défense, il est 33. non, il est à 25,4 milliards de dollars. D'accord. Mais le fait d'être classé troisième, quatrième dans la loi de finances, la question qui se pose, où est le résultat? Parce qu'il ne suffit pas d'être classé Et troisième. ce qui est triste, c'est que le ministère de l'Intérieur, il vient avant le ministère de la Santé. Et voilà, donc on a le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, l'Éducation, et ensuite on a le ministère de la Santé. Mais la Ex- réponse réellement, et la question aussi, euh, où sont les résultats? Quand on donne des enveloppes budgétaires et une grille de dépenses aussi importante, c'est-à-dire troisième position dans le budget de l'État, où sont les résultats? Est-ce qu'il y a un suivi dans le gouvernement à travers des mécanismes de contrôle, à travers des commissions d'enquête, à travers les Wali? Ça ne suffit pas de donner des en- instructions aux Wali. On est devenu une république de Wali. Le président de la République est un ancien Wali. L'actuel gouvernement, presque, ils sont tous issus des wilayas, c'est des Walis, c'est la République des Walis. Et ce n'est pas avec des communications internes, administratives, qu'on va gérer la gouvernance, la politique générale d'un pays. En tout cas, les parents d'élèves, les syndicats de l'éducation nationale, tout le monde crie à ce budget qu'ils trouvent insuffisant pour le secteur. D'ailleurs, même le ministre de l'Éducation nationale reconnaît que son ministère n'a pas eu le budget qu'il avait demandé. C'est-à-dire le budget qui a été demandé par le ministère de Les prévisions l'Intérieur du ministère et va les besoins exprimés. exactement. Quand on refuse un budget pour un ministère comme l'Éducation nationale et qu'on augmente le budget de la défense, le budget de l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut déduire en fait? Voilà, donc c'est clair, la défense, on a vu avec les achats de plusieurs matériels d'armement, la sécurité des frontières, etc. Effectivement, c'est un corps. Personne n'est contre le budget de la défense. Il faut toujours augmenter le budget de la défense. Le pays a besoin qu'il soit protégé. Mais Mais pourquoi le ministère de l'Intérieur, par contre, ça pose problème. ça pose problème, le Ça ministère pose de problème, l'Intérieur? c'est le ministère de l'Intérieur. Donc ça coupe, il y a les collectivités locales, d'une part. Aussi, nous avons la sécurité intérieure, c'est-à-dire la direction générale de la Sûreté nationale qui dépend du ministère. Tout ça, donc on s'aperçoit qu'en fin de compte que les deux ministères, même si on a trouvé une petite parade pour le premier ministère, mais qui ne s'explique pas d'une manière assez raisonnable, mais pour l'intérieur, s'il s'agit d'un ministère budgétivore, et allouer tant de subventions ou bien d'enveloppes à ce ministère au détriment des ministères de développement. Il faut les appeler les ministères de développement. C'est à travers l'éducation qu'on arrive à développer un pays. C'est à travers l'éducation qu'on arrive à développer une société. C'est à travers l'éducation qu'on développe la culture. Tout C'est à fait. avec l'éducation qu'on développe l'esprit de nos enfants. Et la santé, c'est à travers, bien sûr, la santé que l'humain
et puis c'est un droit élémentaire, c'est un droit fondamental, et l'éducation et la santé. Souvent on parle des droits humains du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et on oublie le pacte international des droits socio-économiques et culturels, donc la santé et l'éducation. L'Algérie, elle a des engagements par rapport à ce pacte, elle doit respecter. Et la promotion, justement, d'une société épanouie, d'une société libre, d'une société ouverte d'esprit, d'une société qui aspire au développement, passe nécessairement non seulement par la santé et l'éducation, mais il y a d'autres ministères, comme celui de la justice, comme celui de la culture, etc. Force est de constater que les autres ministères, c'est apparemment aux yeux de la gouvernance algérienne, c'est des ministères minuscules qui ne représentent rien pour la société, bien que l'intérieur et la défense représentent tout pour le maintien du régime en place. Merci, Aïssa. On va écouter justement le ministre de l'Éducation nationale qui parle de l'insuffisance du budget de son secteur. لأن فتح ملحقة متوسطة نفتحوها في ابتدائية هو حل مؤقت غير فعال. لماذا؟ لأن تلاميذ التعليم المتوسط يحتاجون في دراستهم إلى مخابر ويحتاجون إلى قاعات من نوع خاص، ولذلك إدماجهم في مدرسة ابتدائية. احنا شاعرين بأن هذه الحلول هي الإشكالات، هي الآثار المترتبة على هذه الحلول الظرفية، ولذلك رافعنا من أجل القطاع وتقدمنا أمام الحكومة بملف، يعني طلب عدد الكافي من الهياكل ومن المؤسسات التربوية اللازمة بما تسمح به طبعا الموازنة العامة للبلد. حصلنا خلال هذا الموسم كما ذكرت لزميلنا في سؤالنا السابق، حصلنا على غلاف مالي معتبر، على ميزانية معتبرة في باب الاستثمار لإنشاء مجموعة وعدد كبير من المؤسسات التربوية. لم نحصل على العدد الكافي الذي طلبناه بالعدد الذي قدمناه، ولكن بناء على الموازنة العامة للدولة حصلنا على يعني عدد محترم. Le ministre de l'Éducation lui-même dit qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait comme budget. Écoutez ce que dit la Cour des comptes dans son dernier rapport à propos des insuffisances dans l'école algérienne, pour dire combien ce ministre avait raison de rappeler que ses besoins en budget n'ont pas été satisfaits. La Cour des comptes dit qu'en ce qui concerne les opérations d'équipement liées à la construction de nouvelles infrastructures, les demandes du ministère de l'Éducation nationale portant sur l'inscription de 1525 écoles primaires et de 899 établissements d'enseignement moyen ont été satisfaites respectivement à hauteur de 17% et de 22%, soit 264 et 198 nouveaux établissements. Vous voyez, 17% et 22% seulement. Et il en est de même pour l'extension des salles de classe, où seulement 5% des demandes du secteur de l'éducation ont été satisfaites avec l'inscription de 300 salles sur les 5869 salles demandées. Et ça, lorsque c'est la Cour des comptes qui dit que les demandes en termes de budget, en termes d'infrastructure, en termes de rénovation même de salles de classe réclamées par le ministère de l'Éducation nationale n'ont été satisfaites qu'à 17%, à 22%, et pour les salles à 22% seulement. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Avant le commentaire sur la Cour des comptes, moi, ce qui me désole, c'est la posture du ministre de l'Éducation. Quand il dit dans son discours devant le Conseil de l'État, devant le Parlement, la Haute Chambre, que j'avais demandé au gouvernement. Mais il oublie qu'il est un membre du gouvernement, qu'il fait partie du gouvernement. Ce n'est pas un syndicaliste dans un gouvernement. Il doit assumer ses décisions.
il doit assumer ses décisions. Il a une chose à faire, c'est de démissionner. Quand on n'arrive pas à gérer son secteur, quand on demande, et les chiffres ils sont effarants, quand on demande un budget, quand on a la capacité, la posture d'un ministre de l'Éducation, qui demande autant d'établissements et il n'arrive pas à faire passer sa politique en tant que chef de son département. Il n'y a qu'une seule issue, c'est la démission. Mais on est dans un pays où les ministres ne démissionnent pas, où les responsables ne démissionnent pas. Après, il ne suffit pas aussi de demander d'inscrire dans la nomenclature du ministère tant de chiffrer 1200 ou 600, 599, etc. pour dire voilà ce que j'avais mis dans mon canevas, dans ma nomenclature de projets. Mais ces projets, pour les réaliser, c'est beaucoup de départements, beaucoup de ministères qui rentrent en jeu. Parce qu'il ne suffit pas de créer un établissement éloigné dans le désert et ne pas assurer le transport. Il ne suffit pas d'assurer le transport sans avoir les garanties de sécurité et de protection des enfants qui vont fréquenter ces classes. On ne peut pas installer un établissement dans le désert sans qu'il soit doté de laboratoires, effectivement, sans qu'il soit doté de moyens technologiques de travail pour permettre à nos enfants aujourd'hui, avec l'émergence de l'anglais en tant que première langue principale d'enseignement à partir de la 3e année, est-ce qu'on a les enseignants nécessaires qui vont se déplacer dans les régions, ce qu'on appelle Manatek Vol. Est-ce qu'on a toutes ces capacités? Ce n'est pas le fait de demander, de chiffrer autant de demandes et puis le ridicule, et puis ce qui est abstrait kafkaïen dans cette posture, c'est quand on est membre d'un gouvernement et on dit ça devant le peuple algérien, devant une société, que j'ai demandé à mon gouvernement, dont tu es membre. Mais ça devient kafkaïen. Et à travers ce genre de posture, la Cour des comptes, effectivement vient de confirmer que le ministère de l'Éducation demeure un parent pauvre. Et quand un parent est pauvre, il ne peut pas subvenir aux intérêts, aux besoins de ses enfants. Tout à fait. Voilà, donc quand on a un ministère qui est pauvre, ça génère des parents pauvres. Et quand les parents sont pauvres, bien sûr, nos enfants seront appauvris et paupérisés pédagogiquement, mais aussi dans leur développement, ils seront empêchés d'avancer dans leur vie. Merci, Maître Rahmoun. On vient d'être rejoint par Farid Ben Yahya, économiste depuis Alger. Farid, bonsoir. Bonsoir à vous, à nos chers téléspectateurs et à vos invités. Merci Farid. Je ne sais pas si vous avez suivi la réunion du Premier ministre avec Liwali, accompagné de quelques ministres tels que celui de l'Intérieur, du Commerce intérieur et de l'Éducation nationale surtout. Qu'est-ce que vous en dites en fait sur le timing surtout, parce qu'on est à un mois de la rentrée scolaire et c'est maintenant qu'on parle d'infrastructures, Bismillahirrahmanirrahim. La première des choses, c'est que il y a un problème, je dirais, de plan, de planification. Chose que l'Algérie a perdue durant les années, fin des années 70 et début des années 80. On avait un ministère du plan qui coordonnait, qui synchronisait entre l'ensemble des départements ministériels. On avait le budget, d'accord, Ouais. et il y avait des compétences de haut niveau au niveau de ce ministère-là, et tout marchait, je dirais, convenablement. Actuellement, je pense que, faute de chef d'orchestre du plan, on a ces problèmes-là, parce que des fois, on cherche qu'est-ce qu'il veut le chef, c'est-à-dire le président, lorsqu'il parle par exemple du projet de Raj Bilat ou du projet du phosphate, donc c'est tout le monde qui veut travailler pour satisfaire le président. Et ils vont délaisser les autres secteurs, d'accord? Donc à chaque fois, il y a ce problème-là, et on l'a constaté à plusieurs reprises. Hélas, donc c'est une réalité. Et nous avons besoin actuellement de personnes qui font un suivi adéquat de tous les projets, tous les secteurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un mois, c'est vrai, donc nous allons avoir un mois donc,
un mois et demi pour la rentrée scolaire. Il y a un déficit des classes dans certaines régions, ça c'est une réalité. Il faut la mise à niveau aussi de certains lycées, de certaines écoles, de certains établissements scolaires des CEM. Et je pense qu'il faut faire un état des lieux, et ça diffère d'une région à une autre, d'une wilaya à une autre. Même dans la même wilaya, on peut trouver dans le chef-lieu de wilaya peut-être des écoles qui sont plus ou moins bien entretenues, mais dans les régions, je dirais, les petits villages, etc., donc il manque de moyens, des fois il manque, je dirais, pas mal de choses. L'État a essayé, tant bien que mal, de faire des efforts, mais je pense qu'il faut des efforts très, très importants parce que nous avons quand même 12 millions entre des enfants scolarisés, entre l'école, entre le CEAM, les collèges, les lycées, l'université, la formation professionnelle. On est, on Et est, c'est on pour est ça à, que je dis. on est à 11 millions d'élèves. Je pense, selon un syndicaliste, on sera à 12 millions la rentrée prochaine. Ça, 12 millions plus 1,5 million ou presque 2 millions d'étudiants. D'accord, donc ça, c'est quand même un chiffre très, très, très important. Tout à fait. Et c'est pour cette raison-là, donc, il faut faire des efforts colossaux dans ce domaine-là, parce qu'on Mais parle sur ce domaine, je ne sais pas si vous avez lu le dernier rapport de la Cour des comptes, où il parle en fait sur les demandes du ministère de l'Éducation nationale portant sur l'inscription de 1525 écoles primaires et de 899 établissements d'enseignement moyen ont été satisfaites respectivement à hauteur de 17% et de 22%. C'est effarant quand même comme chiffre, 17% et 22%. Écoutez, en Algérie, il y a un problème, je dirais, le problème Et sur l'extension des salles de classe, on parle d'une satisfaction de seulement 5%. C'est-à-dire, il y a un problème. Le problème qui se pose en Algérie, c'est qu'il faut respecter le code des marchés publics. Et lorsqu'il y a eu, je dirais, beaucoup de problèmes concernant certaines commissions, certains ministères, etc., eh bien, les gens prennent leur temps qu'il faut pour donner le marché à X ou Y, Z. Et ça, c'est un peu le premier problème. Le deuxième problème, on parle aussi du budget. Est-ce que le budget y est? Même si je vais inscrire par exemple 5000 classes, est-ce que l'État m'a donné le budget de 5000 classes? Il faut se poser cette question-là. Le ministre de l'Éducation nationale, justement, il dit que l'État ne nous a pas donné le budget suffisant. Voilà, s'il n'y a pas de budget suffisant, ça veut dire qu'il n'y a pas de moyens pour faire ces classes. C'est le ministre lui-même, c'est le ministre du secteur qui le dit. Voilà, ça veut dire qu'il a fait une demande un peu exhaustive ou par rapport à ses besoins réels. Cependant, l'État n'a pas les moyens de réaliser tout ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'argent pour ce secteur-là. Et c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas atteint les objectifs. Vous pensez qu'il y a un manque d'argent dans le trésor public et qu'on n'arrive pas à satisfaire la demande du ministère de l'Éducation nationale? C'est la seule explication. Sinon, pourquoi il ne réalise pas ces projets-là? Donc, il y a un problème de budget, voilà, c'est tout. Il y a un manque d'argent. Vous pensez la même chose, Maître Rahman? Vous pensez qu'il y a un manque d'argent? Écoutez, je ne suis pas dans le trésor public ou bien dans le gouvernement ou l'Assemblée nationale, dans les cercles de décision, mais une demande pareille, parce qu'on l'a entendu depuis pratiquement, souvenez-vous, même des anciens ministres de l'Éducation, de Abdelaziz Bouteflika, à la veille de chaque rentrée scolaire, on entend ce genre de discours. Le problème, il n'est pas dans... Est-ce qu'il y a de l'argent, mais comment la répartition du budget se fait? Par région, par wilaya, par priorité. Et des différents gouvernements de l'ancien système et l'actuel système, il faut se poser la question en termes de gouvernance. Parce que l'État, c'est aussi une manière de gouverner. L'État, c'est aussi cette manière de gérer la chose publique d'une manière équitable et par priorité.
et pas par priorité de secteur, mais aussi par demande sociale qui s'affirme d'année en année. Depuis 2019 aussi, on entend on voit comme ça défiler le cortège des ministres de l'Éducation, on retrouve le même discours. Et depuis 7 ans de gouvernance d'Abdelmadjid Tebboune, les Lyoum, où sont les avancées? Où sont les avancées? Ils ont promis à nos enfants une tablette pour chaque enfant. Où est le résultat de ces tablettes? Est-ce qu'on les a vues? On a promis à nos enfants Internet dans toutes les classes d'école pour accéder à la technologie, bien sûr, se développer. Où est le résultat? On a promis dans des établissements spécialisés ou dédiés des laboratoires de recherche. Où sont ces laboratoires de recherche? Donc, Lyon, la difficulté aussi, c'est dans l'information et l'accès à l'information. C'est le suivi des décisions. C'est le contrôle des promesses. C'est le contrôle de ce circuit qui va de la demande du budget à son attribution, en passant par le Code des marchés publics, par le contrôle des opérations liées au Code des marchés publics et les différentes soumissions qui viennent des entreprises publiques ou privées, la réalisation, les délais de réalisation, les normes, et bien sûr pour arriver aux règles sécurité, hygiène et promotion de nos enfants dans leurs droits élémentaires, c'est celui de l'éducation. Très bien. Avant de passer au deuxième point, j'aimerais vous poser une question précise. Vous qui connaissez parfaitement le concept des contre-pouvoirs, est-ce qu'on peut s'attendre à des améliorations dans des secteurs tels que l'éducation ou autres secteurs lorsque on est dépourvu, lorsque la société algérienne est dépourvue de contre-pouvoirs? Je ne suis pas un spécialiste des questions des contre-pouvoirs, je suis un Je parle de la défenseur des société droits humains. civile, je parle d'une presse libre, je parle de Voilà, mais syndicats voilà. forts. La réponse, elle est là. Donc, quand il n'y a pas de presse libre qui fait son travail sur le terrain, quand le CNAPEST est dissous, et pas seulement le CNAPEST, beaucoup d'autres syndicats sont empêchés d'exercer leur activité, leur mandat syndical. Quand on voit que l'association des parents d'élèves est au niveau vertical, c'est-à-dire au sommet de la direction de ces associations, des associations qui ont soutenu de toute façon tous les mandats des présidents qui se sont succédés et qui n'ont plus d'élèves en école. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a pas de contre-pouvoir justement pour la gestion des écoles, mais aussi pour l'avenir de nos enfants. Parce que la construction d'un enfant, c'est un ensemble. Ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État, des ministères, ce n'est pas seulement la responsabilité des enseignants, de l'encadrement pédagogique, c'est la responsabilité des syndicats, des parents d'élèves et de la rue. Et dans toute cette atmosphère, quand on voit aujourd'hui ce qui existe comme problème en termes de droit commun dans nos rues, on a peur pour nos enfants. Quand on en voit aujourd'hui nos enfants à l'école, dans des bus, on a peur pour nos enfants. Quand ils arrivent à l'école et la qualité de l'enseignement, on a peur pour nos enfants. Et tout ça, donc, quand la peur s'installe, l'insécurité s'installe dans un pays, il n'y a plus de contre-pouvoir réellement. Merci Aïssa. Avant de passer au deuxième point et donner la parole à notre ami Farid Ben Yahya, j'aimerais qu'on écoute ensemble cette infographie. Sur fond de rapports officiels erronés, une flambée des prix et une pénurie de produits font l'actualité à la veille de la rentrée sociale. Alors que les autorités se félicitent, dans leurs rapports, de l'abondance des récoltes de fruits et de légumes, les prix, eux, s'envolent sur les marchés. Les prix des légumes ont connu une véritable flambée, à commencer par la pomme de terre. Un produit de large consommation, la pomme de terre est passée d'environ 60 dinars à près de 120 dinars. Quant aux fruits, leurs prix sont restés élevés tout au long de la saison, les rendant difficiles d'accès pour de nombreux consommateurs.
Les viandes blanches, notamment le poulet, ont également connu une hausse vertigineuse, passant de 260 à près de 480 dinars. Le gouvernement, dans un décalage manifeste avec la réalité du terrain, évoque des instructions adressées aux walis en prévision de la rentrée sociale. Afin, dit-il, de garantir un approvisionnement régulier du marché national en quantité suffisante de produits de large consommation. Monsieur Ben Yahya, il y a aussi la cherté de la vie, notamment des produits de première nécessité, des fruits, des légumes, etc. Est-ce que vous pensez que le président reçoit de faux rapports et de faux chiffres sur ces questions? Sincèrement, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des chiffres qui ne sont pas exacts, mais je ne pense pas que le président n'a pas les bons chiffres parce que le président de la République, il a plusieurs sources, d'accord? Il y a les services, il y a l'inspection générale de la présidence, la chefferie, d'accord? Donc, ça m'étonnerait qu'il n'a pas la bonne information. Je pense qu'il a la bonne information. Deuxièmement, bon, maîtriser les prix, ça c'est un casse-tête chinois, donc c'est pas uniquement en Algérie. Et en Algérie, c'est un peu particulier parce qu'il y a bon, le problème de la subvention, il y a le problème aussi, je dirais, du marché informel. Donc le marché informel, c'est lui, je dirais, qui commande. Et le problème qui se pose actuellement, c'est que des fois, lorsqu'on fixe le kilo du banane, par exemple, là, à 1200 dinars, c'est à Tlemcen qu'on va le vendre à 1200 dinars. Ça veut dire qu'il y a tout un réseau qui est bien Ouais. huilé, bien organisé concernant les prix. D'accord? Donc, la pomme de terre, on ne peut pas trouver, par exemple, la pomme de terre dans une région à 50 dinars et dans l'autre région à 120 ou 140 dinars. Bon, plus ou moins 5-10%, ça peut arriver. Mais je pense qu'il y a tout un réseau dans l'informel, c'est des gens, c'est ces intermédiaires-là qui commandent le marché algérien. C'est quoi? L'État a essayé. Donc le problème, c'est la spéculation. Oui, il y a la spéculation, il y a les intermédiaires et l'État bon, a mis certaines décisions. Donc, à un certain temps, ils ont interdit de vendre le banane à plus de 400 dinars, interdiction de vendre la pomme de terre à 100 dinars, plus de 100 dinars, la pomme, je pense, le fruit de pomme, donc à 250-300 dinars, quelque chose comme ça. Mais c'est une affaire de temps, donc 2, 3, 4 mois et puis tout a chamboulé, donc personne ne contrôle. C'est ça le problème. Donc, il n'y a pas une continuité dans le contrôle et dans les mesures coercitives contre ces personnes-là, parce que c'est eux qui commandent. L'Algérien, parce que même notre président, M. Abdelmajid Tebboune, lorsqu'il parle qu'il n'y a pas d'augmentation, c'est vrai. Si on parle de l'huile, de la farine, etc., c'est subventionné. Mais l'Algérien ne mange pas uniquement du blé, de l'huile, etc. Donc, il a besoin de fruits, de légumes, des viandes blanches, des viandes rouges, du poisson, donc un peu de tout. Et c'est ça. C'est vrai qu'il y a une disponibilité, mais les prix sont excessivement chers. Quand vous parlez de la spéculation et vous dites que les mesures ou les instructions du gouvernement ne durent que 3 à 4 mois, c'est pas ce que dit justement le président Abdelmajid Tebboune. Écoutons-le. أنا شخصيا نتابع يوميا أسعار المواد، أسعار هذه، إذا كانش فيه ارتفاع، إذا كانش فيه كذا، حتى نعوض من الخزينة باش ما نخليش المواطن يشعر باللي مادة من المواد ارتفعت صبحت ماهيش في المتناول نتاعو. لأن التزمت أن القدرة الشرائية بالأخص بالمواد الأساسية ما لازم يلقى راحة. وحتى لما نشوف بلي فيه نقص في الإنتاج نستورد حينا بور كاسي، فيه مضاربة في بعض الأحيان يخلقوها لنا من العدم. Monsieur Ben Yahya, un citoyen algérien qui va quotidiennement ou hebdomadairement dans les marchés algériens, peut-il croire aux déclarations de Tebboune? C'est-à-dire que le marché informel ne s'est pas installé depuis l'arrivée du président Tebboune, donc il était bien avant. Je Ça parle fait pas, des je parle années pas que du marché informel, mais Tebboune dit qu'il suit les prix quotidiennement.
Non, mais suivre les prix quotidiennement, mais il faut prendre des mesures. Un certain temps, il a pris des mesures qui ont donné le fruit. Lorsqu'il a pris des mesures contre la spéculation, contre le maintien de prix de certains produits, à l'instar de la pomme de terre, les bananes, etc., certains produits, ça a donné des fruits. Et puis, une fois que l'État, je dirais, ne contrôle plus, il y a un petit relâchement, donc le marché informel prend le dessus, et c'est lui qui commande le marché. Même le ministère, je dirais, du commerce n'arrive plus à contrôler. C'est une réalité. C'est pour ça qu'il faut une réelle, de prendre des mesures très urgentes et de contrôler le marché informel. Tant qu'il existe ce marché informel intermédiaire, ça m'étonnerait qu'on va faire grand-chose. Donc, sauf avec même les mesures coercitives vont servir peut-être à régler ces problèmes-là pendant une certaine période, mais dans la durée, je pense qu'il faut prendre d'autres mesures. Et ça, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est un problème qui date depuis des années. Et la spéculation, la cherté, l'intermédiaire, c'est pas dans les produits alimentaires, je dirais, dans les moutons durant la période de la ride, les produits, je dirais aussi, dans de la rentrée scolaire, des vêtements, etc. Donc, c'est tout un système. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et même, il y a aussi un point qui est très important, c'est la dépréciation du dinar. Donc, si on compare, c'est-à-dire la parité pouvoir d'achat, le PPA en Algérie, on trouve que ça a diminué. Donc, le pouvoir d'achat des Algériens a vraiment reculé à cause du dinar, à cause de l'achat de la vie, à cause de la Covid, après la Covid-19. Donc, il y a plusieurs paramètres qui ont conduit. Mais l'État peut jouer toujours, le régulateur peut jouer toujours, défendre les intérêts, je dirais, de la classe moyenne et la classe, je dirais, des gens qui n'ont pas assez de moyens. Bon, on a essayé d'ajuster les retraites, les salaires, etc. Mais ça n'a pas vraiment, ça a atténué, mais ça n'a pas vraiment donné de bons résultats. C'est-à-dire qu'il faut prendre d'autres mesures. Et quelles sont les autres mesures? Quelles sont les autres mesures? Vous êtes économiste. Enfin, oui, les autres mesures, on les a dit. La première des choses, il faut réformer. Je dirais, il faut, pour moi-même, c'est-à-dire, c'est un point de vue, il faut un nouveau dinar, d'accord? Il faut changer la monnaie. Ça, c'est un point qui est très important parce qu'il y a des milliards de dollars, enfin équivalent, des milliards de dollars donc dehors. Le deuxième point, il ne faut pas qu'il y ait deux marchés, le marché parallèle, donc par exemple l'euro à 150 dinars et dans l'informel 280 dollars à 140 et dans l'informel à 250. Ça aussi, c'est des mesures qui ne sont pas... c'est-à-dire nous sommes l'un des rares pays au monde qui a de taux de change. Certains pays, on trouve un petit delta, donc 5%, etc., 3%. Mais en Algérie, si on règle ce premier problème de la monnaie, donc on doit récupérer, c'est-à-dire faire un nouveau dinar. Le deuxième point, faire un marché un taux et commencer à la parité graduelle du dinar et mettre fin à la subvention graduellement en 2-3 ans. Parce qu'à un certain temps, on ne peut pas subventionner à 18 ou à 20 milliards de dollars. Il faut donner de bons salaires, il faut payer les gens, d'accord? Et à chacun, il consomme selon ses moyens. Parce que la subvention à 18 à 20 milliards de dollars, c'est beaucoup. Voilà, je pense qu'il y a, ça, ce sont les premières mesures, mais le gouvernement a plus de chiffres, d'accord? Donc il y a des chiffres des noms des chiffres, bon, c'est vrai qu'on a certains chiffres, mais il y a d'autres paramètres qu'on peut prendre, qu'on peut faire des calculs mathématiques en économétrie et tout, et on peut prendre faire des matrices et prendre les mesures qu'il faut. Économiquement, on peut faire ça. Maître Aïssa Rahmoun, je pense que vous voulez rajouter quelque chose, non? Non, c'est juste sur la déclaration, enfin les déclarations du gouvernement allant dans le sens où l'abondance des produits de nécessité De première nécessité. de première nécessité, mais ouais, plus que ça, en termes de fruits et légumes, viande, etc. Le problème, moi je pense en termes de chiffres, tel qu'avancé par le gouvernement et en termes d'attitude juridique et voire judiciaire par la suite. Quand les décisions du président de la République tendaient à combattre la spéculation, et on a vu des descentes punitives, j'allais dire, des différents corps de sécurité, où des citoyens étaient présentés devant les parquets, filmés voilà, comme des gens indignes,
on a remis en cause le principe de la présomption d'innocence, etc. Et par des décisions, on voit C'est-à-dire c'est le tout sécuritaire, C'est même le dans tout la lutte sécuritaire. contre la Voilà. spéculation. Voilà. Donc, on a un discours qui nous donne des chiffres, on a une attitude répressive et on a des directives administratives. 3 attitudes. Et en face, ce n'est pas le fait d'avoir de l'abondance dans ces produits. Le problème, il se pose en termes d'accessibilité pour le citoyen. Et là, on oppose à ces 3 attitudes et comportements du pouvoir et de la gouvernance en place par le droit du citoyen à une vie digne, qu'il soit à l'abri de la faim. Et d'ailleurs, c'est le texte, c'est l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et économiques et sociaux, oui. culturels, auquel l'Algérie peut répondre face à ce pacte, parce qu'elle a ratifié le texte et c'est publié au journal officiel, c'est le droit du citoyen. Et dans les 2 cas de figure, on voit donc 3 attitudes, qui est une attitude de chiffres, une attitude de répression, une attitude de directive administrative, mais pas de décision politique, et on a en face le droit. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la démocratie économique. Et la démocratie économique, c'est quoi en fin de compte? La démocratie économique, c'est d'avoir ces outils, ces mécanismes au niveau du pays qui vont permettre d'étudier combien nous avons investi, combien nous avons produit, quelles sont nos capacités de stockage, quelles sont les quantités de stockage, qu'est-ce qui a été produit en gros, qu'est-ce qui a été vendu en détail, combien d'intermédiaires, combien coûte le prix de l'investissement et le prix qui revient aux citoyens dans les étals, au niveau des étals, dans les marchés. Est-ce qu'on a des think tanks, des agences en Algérie qui font ce travail qui peuvent aider le gouvernement, qui peuvent aider le ministre de l'Agriculture? Là où je ne suis pas d'accord... Je ne doute pas que le gouvernement est entouré d'experts, mais les forces est de constater, ils servent à quoi? Entouré d'experts. Où est le droit du citoyen à consulter ces expertises? Parce que quand il y a des experts, des rapports doivent être rédigés, rendus publics. Et c'est ça la démocratie économique. Il y a ce qui seront publics et ce qui ne seront pas publics aussi. Il faut les rendre publics dans les états de droit, quand il y a un manque, où l'État intervient en tant qu'acteur régulateur, il est du droit du citoyen de comprendre la pomme de terre qui se vend à l'Oued à 30 dinars et elle se vend à Oran à un prix de 120 dinars. Une question se pose. Il faut expliquer aux citoyens que cette pomme de terre est produite à l'Oued. Le coût du transport la rend à 120 dinars. C'est comme la pomme de terre de la Beauce, au centre Val-de-Loire en France, que j'achète pratiquement à 3 € pour les 5 kilos, mais qui se vend à Lille à un prix de 6 €. Et il y a le coût du transport. Et la démocratie économique, justement, c'est d'avoir ces outils de communication, de rendre public des rapports. Dans un pays de droit, c'est ça, c'est d'informer le citoyen. Et si on n'informe pas le citoyen, on crée toutes ces paniques. Je pose la même question à notre expert en économie, Farid Ben Yahia. Est-ce que vous pensez que le gouvernement manque d'expertise dans tous ces domaines? Il y a qu'un problème sérieux des statistiques, d'expertise et de vision, parce que même le problème, il faut parler, il y a la politique et le politique. Il y a un problème que l'État doit prendre en charge, la politique. C'est-à-dire que, comme l'a cité bien Max Weber et Antonio Gramsci, donc, quel est l'ennemi, je dirais, du peuple? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme mesure pour faire face? Parce que ces parasites intermédiaires, moi, je ne suis pas d'accord dans le sens où à 30 dinars, à 120 dinars, quel que soit le prix, nous avons le prix du gaz de fioul qui est subventionné. Je pense que la région qui produit, il n'y a pas que la région de... Il y a la région de l'Ménia, il y a d'autres régions dans le Grand Sud qui font la production de la pomme de terre.
Et je pense que pour le transport, c'est-à-dire une production de 30 dinars qui arrive à 120 dinars, ça veut dire 90 dinars uniquement pour le transport. Là, je ne pense pas que ça doit être autre chose, d'accord? Donc c'est une spéculation pour moi. On peut ajouter des charges, on peut faire même l'analyser, la comptabilité analytique, et on aura les prix. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est que le gouvernement doit avoir d'abord une vision. Une vision, qu'est-ce qu'on projette pour l'avenir, c'est-à-dire les 2, 3, 4, 5 années à venir. Le deuxième point, lorsqu'on fait un état des lieux, pourquoi ces problèmes sont répétitifs, c'est-à-dire chaque année, Sont on a ces récurrents, problèmes. oui. Voilà, chaque fois, c'est-à-dire, et on n'arrive pas à régler. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas choisi le bon chemin. Donc, il faut une autre forme de gouvernance, une autre stratégie, une autre vision, d'accord? Et c'est pour cette raison-là qu'il faut, je suis d'accord, dans le sens où il faut libérer les médias, d'accord? Il faut qu'il y ait des rapports. À l'époque de Mohamed Salah Mentouli, eh ben, on avait des rapports de CNES qui étaient quand même des rapports, je dirais, de haute qualité, d'accord? Et actuellement, on voit le CNSE, on n'a jamais vu un rapport pour la population, parce qu'en tant que citoyen, le citoyen lambda a le droit d'avoir cette information. D'accord? Tout à Donc, fait, les tout à autres fait. institutions, et c'est tout ça. Même si ces chiffres-là, peut-être, vont faire mal au gouvernement, ça ne fait rien, on va régler. Pas de problème, s'il y a quelqu'un qui travaille, marhaba bih, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas son rôle de ministre ou je ne sais pas, de wali ou autre responsable, et ben, qu'il quitte ce poste-là, d'accord, il faut qu'il laisse les gens travailler. Et c'est ça, c'est ça. Merci, Alors que merci nous, on Farid Ben essaye de tout Yahya. protéger, de Merci Farid. On a débordé un petit peu sur le temps de l'émission. Il nous reste qu'une minute. Aïssa Rahmoun, je vous donne le mot de la fin en moins d'une minute, s'il vous plaît. Le mot de la fin, il faut revenir à ces... voilà, il faut se faire l'état des lieux déjà. Une évaluation sérieuse, parce que la crise est profonde. Ce n'est pas seulement... on va revenir probablement... Dans d'autres émissions, oui. non, on va revenir au mois d'octobre, au mois de novembre, en automne, pour évoquer la question des inondations et quels étaient les choix opérés depuis 2001, les inondations de Bab el-Oued. Et comme votre invité l'a si bien dit, c'est quelque J'espère chose que nous de n'allons récurrent. pas oublier ce que nous avons enduré durant tout cet été. On l'espère aussi. On va revenir pour dire, voilà, la politique ou les politiques ou le politique de 2001 et ceux d'aujourd'hui, je ne vois pas de différence parce que c'est les mêmes causes qui conduisent aux mêmes effets. Et en fin de compte, il n'y a pas eu de changement de gouvernance ni de décision sérieuse. Merci Maître Aïssa Rahmoun, merci Dr Farid Ben Yahya, merci à nos chers téléspectateurs et à nos chères téléspectatrices. Merci de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, comme d'habitude, à la même heure, à 21h de France et à 20h de notre Algérie. Merci encore.